Thierry Thomas, vous êtes réalisateur de documentaires sur l'art, la littérature, le théâtre et certains aspects de la culture populaire. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Hugo Pratt, dont l'un vous a valu, ça a été rappelé tout à l'heure, le prix Goncourt de la biographie. Vous avez écrit également 2 pièces de théâtre, dont l'une en collaboration avec votre sœur, Chantal Thomas. Feydeau s'en va est votre premier roman. Alors j'ai envie de commencer avec une question très simple. Pourquoi vous êtes intéressé à Feydeau? Pourquoi avoir eu envie d'écrire un roman sur Feydeau? Merci d'être là d'abord. On ne peut pas dire que c'est une question à laquelle je ne me suis pas préparé. En fait, c'est un livre auquel j'ai commencé à penser il y a très longtemps, une quinzaine d'années. Et là, ces jours-ci, je me demandais, mais le point de départ, c'était quoi? En fait, c'est assez simple. Le point de départ, c'était mon rire. Le rire, l'origine, c'était mon rire face aux pièces de Feydeau. La chose qui me troublait était que ce rire ne ressemblait à aucun autre des miens. Je veux dire que ce n'était pas la manière dont je riais à Chaplin, à Molière ou à Courteline, par exemple. C'était un rire un peu panique. J'avais l'impression que dès que la pièce commençait, je parle évidemment de ces grandes pièces et de ces belles mises en scène, mais bon, mais même les mauvaises au fond. Dès que c'était comme si on me branchait sur un courant de 220 volts et je commençais à rire et puis je n'arrêtais plus. Et c'était en même temps un rire un peu sec. La chose étrange, c'est que je sentais qu'il était complètement dénué de sentiments. Et j'avais l'impression que ça me faisait toucher comme une espèce d'absolu du rire. Vous voyez, un univers où la seule vérité, c'est le rire. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à Feydeau. Je me suis aperçu qu'en fait, mis à part qu'il était célébrissime dans ces années et qu'encore aujourd'hui il est très très joué, on sait très très peu de choses sur sa vie intime. C'est-à-dire il y a 2 biographies, pas bien grosses, et ses sentiments, sa vie privée, ce qu'il habitait de l'intérieur, son feu intérieur, on n'en sait rien. Il n'y a pas de lettres, il n'y a que des lettres qui concernent les contrats, etc. Du coup, je me suis vraiment intéressé à cette espèce d'énigme. Je suis tombé, comme tout le monde, sur la phrase célèbre, mais éblouissante pour moi, qui m'a subjugué, qui m'a éclairé, qui est, je cite à peu près, c'est une phrase un peu plus compliquée que ça, mais une comédie, ça n'est jamais qu'une tragédie racontée avec l'envie de rire. Et je me suis posé la question, quelle est la tragédie ? Évidemment, vous pouvez me dire que j'aurais pu aussi me demander d'où vient l'envie de rire, mais ça m'aurait tellement mis moi-même en cause que je ne l'ai pas fait. Très bien. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Hein. Vous dites on sait peu de choses sur Feydeau, finalement. Alors, je reviendrai sur le détail de la manière dont vous avez construit le roman, mais je me suis aussi demandé comment on sait peu de choses, comment vous faites pour vous glisser dans sa peau ? Parce qu'il est spécial quand même. On a l'impression qu'il ne vit pas tout à fait dans la réalité, qu'il est d'un côté ou de l'autre, surtout de l'autre, d'une espèce de vitre entre lui et le monde. Absolument. C'est comment je fais ça, c'est ce qui fait que le jeu en vaut la chandelle. C'est en fait, je crois que très souvent, quand je commence à être obsédé par un sujet, là, par un être, je me sens comme le commissaire Maigret. C'est-à-dire que je m'obsède sur certains détails qui deviennent des espèces de signes, mais je ne sais pas de quoi. Par exemple, dans son cas, le fait que quand il allait dîner chez Maxim's, où il dînait à peu près ou soupait tous les soirs, il avait évidemment sa table réservée, mais il buvait de l'eau, jamais d'alcool, mais l'eau, on lui servait dans une bouteille de champagne et dans un seau à champagne. Je trouvais ça très étrange. Le fait aussi qu'il était extrêmement beau, mais d'une beauté très féminine, et que ses moustaches, j'avais toujours l'impression qu'elles étaient postiches. Il avait d'énormes moustaches, et j'avais l'impression qu'elles ne collaient pas avec le visage. Ou cette autre chose qui était très stupéfiante pour l'époque, que c'est sa femme qui lui a demandé « mais demande-moi en mariage ». Donc il a demandé en mariage. Et donc c'est comme des espèces d'espèces de traces, d'empreintes qu'a laissé un être, et on s'obstine dessus. En fait, l'enjeu, c'est d'arriver à m'approcher suffisamment et presque à devenir lui. Vous saviez, dans Les Maigret, justement, il y a ces scènes qui me fascinent, où tout d'un coup, il se met à suivre quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui généralement est suspect, ou bien quelqu'un qu'il ne comprend pas, et c'est une filature exténuante. Il se rapproche de lui autant qu'il peut, jusqu'à en avoir les pieds en sang, et il essaye de se rapprocher de lui autant qu'il peut, jusqu'au point où on
on pourrait presque devenir l'autre. Et c'est ça qui me porte, en fait. Je reviens un instant au rire, parce que le rire, c'est précisément ce qui va permettre à Virginie d'entrer dans la vie de Feydeau. Le roman commence le 27 mars 1916. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Feydeau reçoit une jeune femme qui souhaite lui vendre une lettre. Cette veuve de guerre, qui a 18 ans, va entrer dans la vie de Feydeau, qui lui en a 54. Elle va même finir par en tomber amoureuse. Mais franchement, tomber amoureuse de Feydeau, c'est un peu entrer en enfer, non? Oui. Oui, je ne souhaiterais pas ça à mon meilleur ennemi. En fait, quand on commence à travailler sur un sujet, enfin, en tout cas celui-là, il y a d'autres, c'est tout à fait possible d'avoir déjà le thème et savoir vraiment ce qu'on veut dire. On ne sait pas quels seront les thèmes. Enfin, moi, je ne l'ai pas su pour ce livre-là. Et peu à peu a émergé ce thème qui est celui, en fait, de ce que j'appelle la vitre, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a toujours entre le réel et nous une vitre. Et c'est une chose assez à laquelle on finit par s'habituer, mais au fond qui est étrange. On pourrait être entièrement au monde. Et je me suis aperçu au fur et à mesure que je réfléchissais à Feydeau que cette vitre prenait de plus en plus et devenait d'une épaisseur absolument. C'est un triple vitrage. Ouais, absolument. Et je me suis dit, qu'au fond, il était de ces êtres, certainement, si par malheur on tombait amoureux ou amoureuse de lui, qui sont des êtres gelés, qui vous donnent en apparence beaucoup, parce qu'il était drôle, il était généreux, il était tout, absolument, c'était quelqu'un qui était dénué de vanité, mais en même temps, il ne vous donne rien. C'est-à-dire, c'est de ces êtres, par exemple, qui, au début d'une histoire, vous disent tout de suite « Ah, mais moi, je ne sais pas dire je t'aime ». Il y a des gens comme ça. Et alors au début, on se dit bon, c'est pas grave. Et puis au bout d'un moment, ça devient très grave. Et on se dit mais enfin pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêche de dire je t'aime? Et le livre est au fond un peu une réponse à cette question. Alors on y reviendra sur l'amour parce que tout à la fin du roman il en est question. Mais avec ce roman finalement vous restituez toute une époque. Le cinéma est en train de faire concurrence au théâtre. Ne reste à Paris que ceux qui ne sont pas appelés par la guerre. Les lieux en particulier Maxims ne vivent pas au même rythme. Vous décrivez des lieux en particulier, l'hôtel Terminus. Feydeau est en train d'écrire une pièce, enfin d'essayer de terminer une pièce qu'il a commencé bien avant le roman. C'est une pièce qui a même été répétée en 1911, 100 millions qui tombent. Tout ça, ça joue un rôle très important dans la perception qu'on a de Feydeau. L'impossibilité de terminer cette pièce où il y a un cheval qui arrive à la fin du deuxième acte et qui bloque tout. Il va mettre des années à jamais pouvoir la finir. Ah, le cheval, il est essentiel, oui. En fait, je suis tombé sur cette histoire incroyable qu'il a commencé une pièce qui donc s'appelait 100 millions qui tombent, et il a fait rentrer un cheval en scène dans son histoire. Un vrai cheval, vivant. Un vrai cheval, pas du tout un cheval de cirque. Et il était un peu de ces... Chaplin fonctionnait comme ça. Il n'avait pas de scénario, il se lançait, il improvisait, et chacune de ses propositions, qui se formulait à lui-même, était comme une espèce de pari un peu plus risqué que le précédent. Et il fallait qu'il s'en sorte, qu'il débloque le truc. Et un jour, donc, il a commis cette erreur, presque fatale, de dire, bon, un cheval entre en scène. Il se trouve que moi, j'aime, comme vous pouvez en douter, le théâtre, mais j'aime aussi passionnément, j'adore les animaux. J'ai été absolument fasciné par cette histoire et ça m'a rappelé ce trouble que j'ai souvent comme spectateur de théâtre, enfin en tout cas quand il y a des bêtes sur scène, et ça c'est très différent du cinéma, quand il y a une bête sur scène, vous pouvez être sûr que même il peut y avoir, je ne sais pas, Michel Bouquet ou Pierre Arditi, s'il y a ne serait-ce qu'un teckel sur scène, on fait attention, on ne voit plus que le teckel. Parce que c'est un être hors langage, parce que c'est un être immaîtrisable, et il prend tout d'un coup un relief, un éclat unique. Et ça m'a rappelé ce trouble que j'ai, par exemple, quand 30 ans après, quand on parle encore de la mise en scène d'Hamlet de Chéreau, plus de 30 ans, on parle encore du cheval, et beaucoup moins de Gérard de Sarthe, qui était pourtant prodigieux. Et donc, Feydeau a commis cette erreur, de faire rentrer ce cheval. Et il voulait l'en faire sortir avec des moyens logiques, parce que c'est comme ça qu'il fonctionnait. Il jetait des choses démentes, et après, il essayait de les rattraper logiquement. Et en fait, il n'a pas réussi. Et
Le cheval est resté sur scène, il n'a jamais terminé cette pièce, il n'a jamais écrit une autre pièce, et il a été de plus en plus mal. Et voilà. Pour terminer, Thierry Thomas, j'espère ne pas vous offenser en vous disant que lorsque je vous ai lu, j'ai eu le sentiment parfois d'être dans un cabinet de curiosité littéraire et artistique. C'est surprenant, c'est virtuose, c'est érudit, et ça laisse jamais le lecteur au bord de la route. Pour terminer, j'aimerais juste qu'on explique, et la fin du roman l'explique, pourquoi Feydeau est définitivement passé à côté de l'amour. Juste, je voudrais dire, vous ne m'offensez pas, mais vous me faites de la peine. Pourquoi? Dites-moi. Parce qu'en réalité, ce que vous me dites, et je ne peux pas dire que c'est faux, hein, il y a une part quand même raisonnable de moi qui sait que ce soir, je ne dînerai pas avec Georges Courteline, par exemple. Mais quand j'écris, ces êtres sont vivants. Et je pense que c'est vrai pour tous les écrivains. Ils n'ont aucun doute sur la vie des personnages qu'ils font vivre. Et quant au passé et au présent, j'aimerais beaucoup pouvoir écrire sur le présent. En même temps, il ne dure jamais très longtemps, hein, tandis que le passé, il nous habite aussi longtemps qu'on vit. Pour ce qui est de la question de pourquoi est-ce que Feydeau est passé à côté de l'amour, ce que raconte en fait le livre, en fait, c'est très... je crois qu'il tout simplement parce qu'il ne pouvait pas y croire. Et que ce défaut, le fait qu'il ne pouvait pas croire même entièrement au réel, ce qui nous ramène un peu à la question de la vitre dont je parlais, je crois, et c'était le cas pour Feydeau, que lorsqu'un enfant est face à ses parents et qu'il devine... et ce n'était pas très difficile dans le cas de Feydeau, que ça ne va pas entre ses parents, qu'ils ne s'aiment pas, s'il ne peut pas croire en l'amour qui est censé lui avoir donné la vie, tout le réel est comme devient sujet d'un doute. Et c'est ce doute qu'il a rongé. Feydeau s'en va, c'est le titre de votre premier roman, Thierry Thomas. On espère que ce n'est pas le dernier. Merci. Et on vous remercie infiniment.